bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous. Un nouveau numéro sans détour et je dis qui parle consacré à une seule question, mais une question de grande importance, c'est la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine pour enlever la nationalité dominicaine des Dominicains d'origine haïtienne. C'est un arrêt que Cour apprend le 28 septembre dernier et qui fait l'effet d'une bombe, d'un coup de massue tout sauvé et qui est dénoncé, rejeté par des organisations internationales, par des organisations de droits humains en République dominicaine, mais surtout en Haïti, en pile réaction. Pour qui ça? Parce que c'est des Dominicains d'origine haïtienne qui est concerné et pas question. Il y a des réactions, bon côté de gouvernement, bon côté société civile là tout, parce que bon sit-in qui doit faire semaine ça pour aller exprimer clairement devant l'ambassade dominicaine des Haïtiens qui est prêt à aller pour dire qu'il n'est pas d'accord à décision. Mais il faut me dire tout, c'est la première fois pratiquement où décision comme ça prend pour que ou pays décider et rendre apatride aux citoyens et des réactions sur le plan international et bon côté nous. Et je dis là, nous pourrons aller avec trois personnalités pour nous capables d'essayer de nous des clés pour nous comprendre la décision ça qui Jean le fait prend et puis qui regarde des Dominicains gagnants sous Haïti à qui point c'est des organisations racistes xénophobes yo même yo puissants même leur sont minoritaires mais yo gagnent des leviers yo contrôlés en République dominicaine qui permettent des décisions comme ça capables de prendre. Les trois invités Edwin Paraison, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, directeur exécutif Fondation Zilé, qui est en République dominicaine, ambassadeur Yves Edwidge Lalanne, et puis Imler Rebu, analyste politique. Donc 90 minutes, forcément, sans langue de bois, et sous question ça, on va commencer par saluer ambassadeur Lalanne, bonjour. Bonjour, Marie Lucie. Nous remercions pour l'invitation. Et c'est un sujet vraiment intéressant d'actualité. Nous avons le meilleur de nous-mêmes pour que le peuple haïtien comprenne ce qui va passer et même aider le gouvernement à prendre des décisions pour le prendre. Et bien, par exemple, c'est un plaisir de vous accueillir pour la première fois. C'est un plaisir pour moi tout et partager. Donc, je remercie l'initiative de monter le programme ça autour de la question haïtienne en République dominicaine. Imler Rebu, habitué Plateau sans détour. Merci du fait que vous répondez présent. Merci pour l'invitation, Madame Bonhomme. C'est toute une joie, un grand plaisir de partager le podium avec le ministre Paraison et mon ami l'ambassadeur. Oui, c'est vrai. Merci. Je vais poser la première question à Edwin Paraison et puis il me dit son bon marais du fait que en Haïti, dans la période ça, parce que vous pas toujours là, et que nous entendons ces derniers temps dans plusieurs médias pour capable d'expliquer et ça a fait là même parce que son bon marais permettre à Haïtiens yo comprendre les décisions ça qui prend au niveau de Cour constitutionnelle dominicaine et pour être capable d'enlever la nationalité des Dominicains d'origine haïtienne. Ce n'est pas des Haïtiens, non, c'est des Dominicains qui ont remonté jusqu'à 1929. Alors, première question, c'est-à-dire qui genre la Cour constitutionnelle lui fait amener à prendre une décision comme ça? En effet, Marie-Lucie, c'est à partir d'un cas individuel. C'est une dame qui est Juliana Deguispierre, qui depuis 2008 a fait des démarches pour joindre un extrait d'archives dans le bureau d'état civil dominicain. Alors, tout le bureau d'état civil dominicain, yo dirigé sous chapeau Junte centrale électorale, qui c'est un organisme qui est occupé des affaires électorales, mais qui en même temps, concours archives nationales en Haïti, c'est lui qui est occupé de préparation, émission, délivraison, acte de naissance. Donc cette dame, malgré tout effort qu'elle fait, pas arrivé à jouer un extrait d'archives là, il a toujours présenté éléments ou bien arguments que lycée d'origine haïtienne, donc il n'y a pas qu'à balayer extrait d'archives là, à partir d'une résolution
que Junte Centrale Électorale a été pris en 2007, qui était déjà créé, et en série de réactions de la part de groupes de droits humains en République dominicaine. Alors, les avocats de Juliana ont décidé de mener dossier au niveau de la Cour constitutionnelle pour être capable de voir plus lumière sous question. Premier élément, c'est la question du transit. Et un concept de transit qui était toujours paraître dans la Constitution dominicaine, qui était le fait qu'on est, et même lorsque l'IPAT est clairement établi comme ça, mais il a été considéré en Dominicanie jusqu'en 2010, et à partir de l'autre réforme constitutionnelle, que en transit, sont gens qui étaient sans papier, sont gens qui étaient genre illégal. Mais m'a précisé pour les amis téléspectateurs qui regardent nous que le mot illégal là dans le vocabulaire Nations Unies, dans le langage international, il n'y a pas utilisé encore parce qu'il y aurait de quoi que un être humain ou pas qu'à illégal, un être humain d'ailleurs ou pas qu'à naître ou pas qu'à prendre naissance de façon illégale. C'est sous base ça que Juliana m'a demandé cours prononcer pour qu'arriver joindre avec extrait d'archives. Malheureusement, c'est pas ça qui fait. Effectivement, il a étudié le dossier là, mais sur l'analyse de ce dossier, il a tout profité et remonté depuis 1929. Il a dit, alors les juges en leur majorité, décidé et porter une sorte de solution définitive pour eux-mêmes dans le critère payo à une situation ça, qui affectait depuis des années les petits haïtiens qui vivent en République dominicaine. Alors, il ne faut pas oublier que la migration haïtienne est faite justement à partir d'une demande. Et alors, il y a un facteur, c'est une demande formelle, parce que ça a été fait à travers des contrats signés entre les deux parties. Côté que yote qu'on demande nous voyer bayo et main d'œuvre pour la coupe de la canne et moun sa yo yote été dans des communautés qui relèvent bataille. Donc bataille sa yo c'était des communautés autour des usines sucrières construites soit par les usines ou soit par l'État même, et d'ailleurs usines yote appartenues à l'État avant de venir un processus de privatisation. Donc l'État t'es accepté, t'es toléré que moun sa yo rete dans bataille yo, même leurs affaires a été fini. C'est pas tout le temps que t'as arrivé rapatrier tout le monde selon clause contrat. Parce que dans le contrat que t'es signé entre deux parties, effectivement, t'es une question de rapatriement après la Zafra, mais c'est pas tout le monde qui t'est retourné en Haïti, t'es une partie qui t'es toujours rete et t'es rete avec la tolérance de l'État et dominicain. Et tolérance ça et là même plus loin parce que gagnons clause du code du travail de la République dominicaine qui était toujours obligé que c'est l'État, que c'est le secteur privé qui utilise en main d'œuvre, il doit protéger main d'œuvre locale. C'est-à-dire que par exemple, quelle entreprise en Dominicanie qui autorisait à utiliser plus que 80% et plus que 20% d'étrangers. C'est ça que nous appelons 80-20. Donc c'est 80% de Dominicains, 20% d'étrangers. Cependant, c'est l'État dominicain même qui, pendant toute dernière décade, qui était toujours autorisé à travers de la présidence. C'est une autorisation spéciale que le président est obligé de signer chaque année pour permettre particulièrement dans les usines sucrières que yo dépassé et prévision code du travail là et de gagner 80% de Dominicains et 20% d'étrangers. Il était toujours à l'inverse. C'était toujours, d'ailleurs, on a dit beaucoup plus de 80% et d'Haïtiens dans les usines sucrières. Et la coupe de la canne, toujours dans la main haïtienne, et qu'on y a là, et depuis les années 80, et présence haïtienne, il vient étendre à d'autres champs agricoles. Donc, c'est dans le cadre ça. C'est dans le cadre ça. C'est dans le cadre ça. Pour qui ça, pour Haïtiens, peut-être plus Haïtiens qu'à couper canon, parce que les Dominicains n'ont pas intéressé à faire ça. Pratique coupe canon, et depuis 1880,
depuis l'arrivée d'un série d'industriels cubains, à cause de la situation politique la caillou, c'est des Cubains qui viennent en Tijan by une nouvelle dynamique à une industrie très précaire, très archaïque en République dominicaine. Donc, ils étaient habitués déjà avec main-d'œuvre haïtienne à Cuba et ils viennent encourager l'arrivée en République dominicaine de cette main-d'œuvre haïtienne qui était déjà habituée avec lui. Mais nous allons venir l'autre moment de flux migratoire haïtien, c'est à partir de l'occupation américaine en 1915 et 1916 dans tous les deux bords îlets. Américains autour, ils viennent faire des investissements dans l'industrie sucrière, ou après une grosse compagnie comme Gulf and Western qui vient établir en République dominicaine, et eux-mêmes, ils étaient beaucoup plus facile pour faire appel à apparemment, et je ne vais pas dire apparemment, évidemment, main-d'œuvre noire, c'est une main-d'œuvre plus qualifiée pour le domaine ça. Donc, ils ont toujours utilisé main-d'œuvre là, et nos compatriotes haïtiens, que moi-même, en République dominicaine, je me toujours dit que je me sens très fier d'eux, parce que c'est grâce à eux et l'industrie sucrière dominicaine arrivée maintenant et arrivée développée depuis 1880 jusqu'à date. Donc, nous avons essayé de dire que c'est dans le cadre de ça que nous venons gagner une population dominico-haïtienne qui fait dans le pays, qui grandit dans le pays, mais qui malheureusement pas jamais bénéficié de la part de l'État d'un plan de régularisation de statut. Donc, en pile fois, et ses compatriotes sont obligés d'utiliser même certaines manœuvres qui ne sont pas trop légales. C'est-à-dire permettre que son dominicain qui déclare Timounio, parce que même il n'y a pas de document à l'origine pour faire déclaration de naissance. Là. Pour faire une déclaration de naissance, normalement, il faut que papa, maman, ou bien monde qui a fait déclaration, qui a venir avec un document qui identifie et qui dit que le travail créature ça, Timoun ça, tel nom, à partir de là, et donc il a délivré un acte de naissance. Donc, vous avez gagné un élément que nous n'avons pas touché, c'est le fait que la majorité de nos compatriotes qui étaient retrouvés en Dominicanie avec la tolérance de la République dominicaine, comme moi t'ai dit au commencement, et il y avait gagné un contrat, un accord entre les deux parties. Cependant, une bonne partie de Mounsayo, même le pas de document haïtien à l'origine, les compagnies sucrières qui étaient utilisées main-d'œuvre ça, t'es une sorte de badge. Bon, après le badge qu'on y a là, mais c'est un document qui a un nom, qui a signature, un nom avec signature que moun ça te bail, qui a d'autres données. Et avec données ça, l'État dominicain était quand même, en plusieurs occasions, et délivré pour moun ça ça que relé l'autre bois un cédula. Cédula, c'est la carte d'identité dominicaine qui est obligatoire. Faut porter bagage ça et sous chaque jour parce qu'à n'importe quel moment et autorité policière et gain contrôle. Donc nous arrivons dans une situation côté que gain des groupes ouvertement anti-haïtiens et qui font bataille à la fois légale et politique. L'homme dit bataille légale et politique là, c'est que République dominicaine est malheureusement sous un monitoring, sous le regard et des organismes internationaux, et ceci depuis 1937. Depuis 1937, avec massacre qui était fait en République dominicaine, un bagage qui sans précédent, qui bon, jusqu'à présent était comme ça, et pour toute l'Amérique latine, pas aucun autre pays du monde côté que tu gagnes un massacre d'immigrants, un massacre de Noirs, parce qu'un pile Noir dominicain était mort lors du massacre. Donc depuis lors, il y a suivre avec un pile intérêt la situation des Haïtiens en République dominicaine. Nous venons tomber jusqu'en 2005, côté qu'en 2005, la Cour interaméricaine des droits de l'homme condamnait la République dominicaine pour même situation de cette dame qui relait Juliana de Guispierre.
C'était deux jeunes dominico-haïtiens qui t'ont cherché extrait d'archives tout et qui malheureusement pas jamais arrivé à joindre ni et bagarre arrivé juste dans la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et là, la CIDH t'a prononcé très clairement. Premièrement, il n'y a pas qu'à considérer un monde qui grandit dans le pays comme un monde en transit. Donc, bagarre ça, c'est inacceptable. Deuxièmement, nous te dit déjà, anti-monde, situation légale anti-monde, et en ce qui a trait à droit que le gagne et droit qui prévoit dans la Convention des enfants signée par la République dominicaine, par Haïti et par plusieurs autres pays, et pas qu'à dépendre de situation migratoire papa ou maman. Donc, en clair, pour nous, ça dit si maman ou papa est clandestin, si mon nom va clandestin, du tout. Sur territoire. Totalement. Du tout. Et c'est pas, les organismes internationaux compétents dans le domaine disent que Bagaza est inacceptable. Si on a un propre droit, indépendamment de situation migratoire parent, que si parent a un document, si parent n'a pas de document. Alors, c'est dans 4 bagages que nous venons rencontrer nous, en bataille légale et en bataille politique, parce que bataille politique, là, il vient l'aspect de la croissance de la migration haïtienne en République dominicaine. Et nous avons même arrivé jusqu'à utiliser le nombre de 1 million, plus d'1 million d'Haïtiens qui t'a retrouvé sur le territoire dominicain, ce qui est totalement faux, et prouvé maintenant par une enquête nationale d'immigrants qui est réalisée à Nessa et dont les résultats sont publiés en mai, en juin, tout récemment. Très rapidement, nous avons affiché, parce que nous parlons de l'autre deux invités à la parole, combien d'Haïtiens qui gagnent en République dominicaine actuellement? Bon, actuellement, nous gagnons Haïtiens natifs natals moins de 500 000, autour de 452 000 selon données, mais c'est moins de 500 000. Et des Dominicains d'origine haïtienne, c'est 210 000. Donc, nous avons un total de 700 000. C'est des chiffres non, c'est des chiffres officiels. C'est des chiffres officiels. D'ailleurs, résultat enquête là, c'est dans le palais national que a été publié. Et ça a été réellement important pour la communauté haïtienne et pour voir que les chiffres ça viennent des chiffres officiels et assumés par l'État dominicain et particulièrement par l'exécutif. Qui était participé à travers de cet organisme que relais l'ONE, N-O-N-E, c'est Organisme national des statistiques. Et immigrants, combien de gains au total? Immigrants de différents pays, d'ailleurs, il y a des immigrants qui sont dans près de 60 pays en République dominicaine. Donc au total, il y a arrivé environ 800 000, 850 000. Et donc, il n'y a pas arrivé 1 million. Même la totalité d'immigrants, il n'y a pas arrivé le chiffre d'1 million que Son population de 10 millions. Okay. Autour de 10 millions. Ok. Je vais retourner sur vous, parler un peu là, et je vais commencer par l'ambassadeur Lalande, qui lecture de décision ça, que le constitutionnel dominicain prend. Bon, nous entendons avec un pile plaisir, ministre Paraison, vraiment le compte dossier. Réaction sur ça, premièrement, m'a dit il est de la compétence exclusive de la République dominicaine pour déterminer qui est son national. Donc, c'est lui qui vous dit qui est monde qui est ressortissant dominicain. Mais cependant, on dit compétence exclusive de la République dominicaine, mais pas oublier la République dominicaine qui fait partie de la grande organisation des Nations Unies, et l'OEA aussi. Il y a des accords, des traités, des conventions, et surtout le droit international des droits de l'homme, qui va être question, on l'a dit, et la République dominicaine est signataire maintenant de tout samedi d'ailleurs. Mais le gros problème, moi, en question, c'est que la République dominicaine, c'est pour la dire que il y a un problème avec le monde de 1929 à nos jours, parce que son bac est clair. Dans tous les pays du monde, au niveau de leurs droits internes, quel que soit ça appliqué pour déterminer national, ça, le jus soli, soit le jus sanguinis, le jus soli et le jus sanguinis, il y a toujours un temps,
yo ba ou, gen pays qui do 3 ans pour acquérir affinité dans le pays, gen do 5 ans pour déterminer est-ce qu'on est apte à solliciter nationalité. Parce que au niveau du droit international public, il faut que vous déterminiez qui est monde qui a une résidence permanente, qui est monde qui n'est pas national. Et ensuite, le ministre, par exemple, bien insisté sur lui, le gouvernement dominicain n'a pas qu'à tolérer des ouvriers saisonniers, qu'on appelle les saisonniers vulgairement, qui apprennent un contrat de travail ou besoin de service toujours, ou qu'un sur le territoire de manière illégale, qu'on dit, mais toléré par nous-mêmes, et puis qu'on y a des descendants, et puis pour bon plaisir un jour matin, ou déclarer que moun sa yo pas fait partie de pays encore, ce sont des apatrides. Moi, je pense que de ce côté-là, il faut que nous prenions question avec beaucoup de doigté. Parce que la Cour constitutionnelle le dit, et moi, le gouvernement dominicain dit, ça n'a pas relevé de lui, ce n'est pas lâcheté. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est une grande institution faisant partie des institutions républicaines de la République dominicaine. Donc, cela signifie ou pas qu'à instruction, mais cela signifie que l'État dominicain est parti à cette affaire. Maintenant, gros problème qui vient poser. On a fait 2 considérations. Moi, je dis d'origine haïtienne, c'est ça que fait l'État haïtien réagit, les institutions, même qu'on dit, réagissent. Mais maintenant, on a plus loin. L'ordre public international est menacé. Parce qu'il ne revient pas à la République dominicaine seulement de prendre nos décisions et que la pas appliquer. La République dominicaine constitue actuellement une menace pour la paix de la région et la paix mondiale. Son gros bail qui a passé là, c'est un antisémitisme haïtien, c'est un néonazisme, c'est de tout qualificatif au Kabaye, à part de tout ça au Kabaye. Et ça qui est étonnant, c'est que les Nations Unies fait sortir une note, le Haut Commissariat pour les réfugiés, il condamne le comportement de la République dominicaine. Même penser, ce n'est pas suffisant. L'OEA, bon, j'ai entendu l'OEA prononcer. Donc, cela signifie qu'il y a une sorte de complicité tacite dans cette apatridie vis-à-vis des Haïtiens. C'est très grave ça qui a passé. Je peux dire que nous sommes même victimes d'un complot international. Et c'est dans cet esprit que je pensais que le gouvernement haïtien, le Kounia, lui rappeler ambassadeur pour consultation, c'est bien, c'est ce qui se fait au niveau des relations internationales. Le gouvernement haïtien dit préoccupé par ce qui a passé, ce n'est pas préoccupé. Le gouvernement haïtien doit condamner l'acte. C'est condamner pour condamner. Et automatiquement condamner ou porter par devant les instances internationales. Parce que, pas oublier, si l'OEA jusqu'à présent, parce que toujours il y a une étape là, la première étape là, c'est saisir la Commission interaméricaine des droits de l'homme ou porter plainte. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous portez par devant la Cour internationale de justice et ensuite vous portez devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que tu entendez bien, la résolution 1542 qui a été pour troupes Nations Unies entrer ici, les casques bleus, il y avait un différent interhaïtien, un gouvernement tombé, tout ce que vous voulez, mais conséquences de mesures en République dominicaine, c'est presque incommensurable. Nous pas qu'à dire ça peut le faire vraiment. Parce que le problème qui vient poser là, imaginons que, et ça fait Dominique Eiffel, même un colonel de l'armée avec moi, il y a une question aussi de rapport de puissance, une question de force militaire, je ne sais pas comprendre force économique, non, qui a parlé là, qui a déterminé la stratégie, qui a déterminé l'action éventuelle. Parce que si vous avez l'armée qui est capable de réplique nécessaire à la République dominicaine, nous avons que la République dominicaine a commencé à mettre des négociations sur pied de garde. Mais comme nous connaissons, on ne représente rien au niveau de rapport de puissance militaire. Donc, il faut mobiliser l'armée, il faut mettre, comme on dit en Haïti, en condition D. Maintenant, Marie-Lucie, le problème qui vient poser encore, les organisations internationales, des ressortissants haïtiens de toute organisation que nous avons, après agir, mais par exemple, nous rappelons ça d'ici cette semaine, etc. Et que le gouvernement haïtien seulement préoccupé.
n'est pas normal pour préoccuper. Il faut que vous condamnez l'acte là et ensuite vous gagnez des rapports, des notes de protestation pour condamner le devant l'Organisation des Nations Unies et l'OEA également, parce que je te dis, l'ordre public international est menacé, l'ordre juridique international est attaqué. Parce que le droit international est un instrument de la politique internationale. Donc, en d'autres termes, si nous-mêmes n'avons pas utilisé ce que le droit international nous donne pour nous porter plainte, parce qu'on entend, nous, Marie-Lucie, dans ces circonstances-là, Haïti porte plainte pour la République dominicaine devant l'OEA, devant les Nations Unies, je te garantis que les Nations Unies a réagi immédiatement parce que il est du devoir. Les Nations Unies ont la compétence de contrôle et de sanction de tout pays qui comporte le pareil. Et j'insiste, parce que c'est le droit international des organisations internationales. C'est un bagage très complexe qu'il a. C'est peut-être ça, si vous êtes apprenti sorcier, vous ne pouvez rien comprendre et vous ne pouvez pas agir non plus. Donc, tout autant à l'État haïtien, pas porter plainte formellement contre la République dominicaine a toujours eu un comportement ça. Et je peux même dire, dans les coulisses, on a parlé avec le ministre Paraison, qui dit que il a un délai de 10 jours pour que ça rentre en application. Donc, imaginons, pendant que moi-même, nous avons un délai d'une année pour faire un tri, pour continuer à faire. C'était pour retirer non sous liste électorale. C'est ça. Mais maintenant, ça rentre en application. Cela signifie, Marie-Lucie, on pose le problème à l'autre gens. Et les Haïtiens, actuellement, qui ne sont pas de descendance de monde de 1930 à nos jours, mais qui voyagent peut-être d'une année, 2 années, qui n'ont pas de résidence permanente dans la République dominicaine, qui sont normalement des illégaux. Bon, Kounia, leur pral dit qu'ils font un rapatriement massif vers Haïti, je ne sais pas si c'est le monde qui fait caler, si c'est le monde qui fait venir. Maintenant, si je ne pas porter plainte, la seule action du gouvernement haïtien, de l'État haïtien, c'est de porter plainte de manière formelle. C'est ça, Mabdou. Donc, nous n'avons pas qu'être là. Et puis, je pense aussi, c'est si nous pas agi, écoutez, Marie-Lucie, dans la note que vous avez dans la Nouvelliste cette semaine, dans le week-end, j'ai vu qu'on a publié la note du gouvernement haïtien de la chancellerie. C'est bien écrit. Son correspondance qui est adressée Son correspondance, c'est bien écrit. Ambassadeur. Mais on va le montrer au bagage. J'ai vu là-dedans que on a parlé, on a dit que c'était la politique, je crois, du gouvernement Martelly Lamotte, ajouté là-dedans. Mais M. Sissam Abdullah, c'est de l'indécence. C'est de l'indécence. Une note de cette envergure devait être signée au moins par le Premier ministre. Ouais, ça va faire. Ils mettent une plaisanterie au sein d'une affaire aussi sérieuse. Et puis, Kounia, c'est le ministre des Affaires étrangères qui. Et c'est la chancellerie qui signe. C'est ça, Mamdou. Pour faire me comprendre. Moi, c'est la chancellerie haïtienne. C'est le ministère haïtien des Affaires étrangères qui a adressé son lettre à l'ambassade d'Haïti, à l'ambassade dominicaine. C'est-à-dire, l'homme ou l'âme, mais c'est ouais, quand on a bien signature. Pour qui ça le fait comme ça? Pour qui ça le fait comme ça? Parce que nous avons au niveau de l'État des irresponsables. Non, bon, tout à l'heure. Pour qui ça le fait comme ça, ministre par exemple? Bon, alors, bon. Parce que... Oui, non, sur le plan technique, comme l'ambassadeur dominicain a été convoqué à la chancellerie haïtienne, et il a certaines explications. D'ailleurs, c'est ça que le gouvernement lui-même il a fait des consultations avec certains experts du dossier haïtiano-dominicain, il a des différentes sources. Et puis, il vient d'ambassadeur. Donc, c'est exprimer la position formelle du gouvernement via la mission diplomatique dominicaine à Port-au-Prince. OK. Donc, il n'est pas adressé à... Non, alors normalement, la mission diplomatique, lui-même a transmettre vers la chancellerie. Oui, mais le problème qu'il vient de poser, et ministre par raison, c'est l'État haïtien qui adresse une correspondance à l'État dominicain. Cela signifie que l'ambassade dominicaine en Haïti a servi de courroie de transmission. Donc, c'est de l'indécence flagrante, l'on dossier pareil, que le Premier ministre, par exemple, pas signé correspondance. Parce que, rends-moi foussage,
Vous ne pouvez pas, d'ailleurs, c'est méconnaître les rouages de la diplomatie. Comment comprendre vous arriver à ce niveau-là pour dire, moi, c'est bien, on a consulté l'ambassadeur dominicain, c'est tout à fait normal, c'est dans les normes. Mais maintenant, la correspondance elle-même devait être adressée, pas même au ministre Troncoso, à la présidence dominicaine. Parce que son affaire qui relevait de rapports entre deux États. Ambassadeur vient écarter dans dossier ça. C'est avec le respect que je lui dois, c'est de messager censé y en question ça. Donc, la lettre, la note est bien rédigée, avec Sam Sotial, avec le gouvernement là, Mont Matelier, etc. On ne va pas mettre présenter comme ça. Donc, il y a de responsabilité aussi, et puis maintenant, on acheminer au gouvernement dominicain pour les suites nécessaires. Parce que si on fait comme ça, il n'y a pas foutu pour aussi. Nous soulignons tout dans notre là que la chancellerie haïtienne exprime son profond désaccord avec la sentence en question. Il n'y a pas qu'à exprimer des accords. Alors, mais c'est ça, par exemple. Des accords en quoi? Il est de la compétence, je te dis, exclusive de la République dominicaine de déterminer qui est son national. Ça, ce qu'a fait là, Marie-Lucie. Parce que, pourquoi cette question nous intéresse? Parce que ces individus sont de descendance haïtienne. Mais on ne peut pas dire dominicain que le pas de droit dit qui est national. C'est pourquoi je suis obligé d'attaquer la République dominicaine au niveau de l'ordre public international, au niveau maintenant de l'ordre juridique international pour me gagner une cause. Si je vais attaquer sur ça le faire au niveau interne, que le pas de droit, ou perdu? Bon, non, Himmler Rebu faut-il parler là parce que l'a souffert longtemps. Une fois le fini, nous parlons et nous parlons attendez ministre Affaires étrangères là, et Casimir, oui, qui était dans le Parlement, plus précisément devant la Commission Affaires étrangères de la Chambre des députés. Nous parlons de position, ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Dr. Sinéa, cité là tout, il m'a révélé la parole. Moi, je suis en pile là. Bon, c'est parce que formation pour analyser les questions sont en politique et sont en militaire. Et je vais utiliser la méthodologie militaire d'aborder les sujets conflictuels. Pour qu'on rôle on l'armée, c'est rentrer pour résoudre par la force un conflit de terrain. Première analyse que je fais, je crois que la question mal abordée en Haïti. Mal abordée sur le plan juridique et mal abordée sur le plan diplomatique. Pour qui ça? Première analyse que pour faire, c'est la situation elle-même. Et pour comprendre une situation où monde qui est en face où, il y a ça qui dit, ça qui fait là, mais ça en balle là, c'est lui-même qui mobile réel là, qui est assez souvent pas déclaré, qui est plus intéressant. Le problème qu'il a, ce n'est pas un problème spontané. C'est un problème sur le plan historique qui remontait à des complexes, à des préjugés que les Dominicains en général, dans leur grande majorité, gagnent par rapport à Haïti en tant que nation. Et ceci pas même remonter, surtout même remonter dans la période pour la République dominicaine à chercher l'indépendance de l'Espagne. Nécessité que le dégain pour le toujours faire appel à entités stratégiques et militaires haïtiennes pour le arriver vers l'indépendance. Gain le fait sur le plan historique que pendant 22 ans, il y a une histoire, un contentieux entre la République dominicaine et Haïti sur des questions liées à la liberté par rapport au concept de l'esclavage, par rapport au concept de l'existence de l'homme tout court en tant que tel. Et maintenant, il y a une réalité qui vient développer dans la période contemporaine, un développement important de la migration, mais surtout, bagay a parlé de filia un pile monde qui vient né qui d'origine haïtienne qui vient retrouver effectivement dominicain. Maintenant, l'on va analyser ça sur le plan historique et soit prendre sur le plan politique, ça veut dire que qui ça moun ça yo. Et je suis totalement d'accord, je discuté avec le ministre Parison, le poids politique de cette migration sur les décisions
notamment électorale en République dominicaine, c'est pour un bagage qui est extrêmement important. Mais ce n'est pas parce que statistiques montrent qu'il n'est pas important qu'on est capable de retirer dans l'esprit mounio une certaine crainte, une certaine peur, pour ne pas gagner une invasion d'Haïti, de l'espace politique dominicain, par des gens que eux-mêmes yo croient qui ne sont pas dominicains. Maintenant, nous-mêmes, nous prenons ce bagage-là avec un pile émotion ici. Et nous gérer seulement avec l'émotion. Comme ambassadeur Alan dit, c'est une décision qui est prise par la plus haute instance judiciaire de la République dominicaine, contre laquelle, sur le plan juridique, d'ailleurs, l'État haïtien va protester, il n'a pas mis l'État haïtien en question. Son appropriation que l'État haïtien a fait de question, parce qu'il estimait que Bagaïsa a gardé un pile monde qui est de descendance haïtienne. Dans la réalité, nous ne sommes pas concernés. Même si dans les faits, nous sommes stratégiquement et politiquement hautement concernés. Donc, l'État haïtien qui est engagé, par exemple, moi-même, si je suis dans le gouvernement, je ne peux pas même encourager le gouvernement, ni l'ambassadeur, il était qu'à l'ambassadeur par là, pour prendre des informations, pour bien renseigner sur les aspects juridiques qui menaient à cela. Même pas quoi dans le cas ça, l'État haïtien a des compétences et capacités pour intervenir auprès de la République dominicaine. Bah quoi, si on a fait comme ça, c'est pour une erreur. Moi-même, dans le gouvernement, je ne peux pas appeler ambassadeur dominicain sur ce sujet. Haïti est fait pour te poser problème, non? À travers même stratégie invisible, tout le monde compte très bien que son bagage qui est lié au racisme et à des craintes politiques qu'a réglé que des mastodontes en République dominicaine a réglé. C'est vérité ça qui pas dit dans tout ça qu'a dit, il a passé soit en fait d'acte de naissance ou en fait d'identification de citoyens, de problèmes internes qui a réglé. Mais vraie question pas déclarée, nous connaissons. C'est la même stratégie ça tout pour nous rentrer. Pour moi-même, Haïti comme un pays qui participait à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, Haïti qui est membre d'une série d'organismes au niveau international, tant des Nations Unies que de l'OEA, qui est entité hémisphérique qui est plus proche de nous, c'est fait pour aborder des questions sous langue simple de une attitude xénophobe qui pas concerne la République dominicaine seulement, mais qui concerne le monde, qui concerne l'homme à travers le monde. Et sa République dominicaine fait représenter une menace non seulement pour Haïtiens qui sont directement concernés, mais pour Dominicains qui propre moun la caillou, mais surtout son mauvais exemple pour problèmes migratoires qui y a à travers le monde. Regarde ce qui a passé en Italie avec un pile mouvement migratoire qui a fait à partir de l'Afrique du Nord vers l'Europe. Qui gens a géré ça, surtout avec des scènes, on a regardé un pile monde qui mourit dans le trafic humain qu'a fait dans la zone ça. Mais le m'a écouté Bernard Kouchner dans la télévision, il n'a pas abordé des questions sur l'affaire de l'État en l'État, il a abordé sur la question de l'humanité de la question. Moi-même, je crois que c'est là pour nous avons beaucoup plus de succès si nous avons posé des problèmes dans le niveau ça. Au deuxième niveau, nous devons entreprendre des actions tout. Parce que la République dominicaine, qui est extrêmement dépendante aujourd'hui de développement touristique la Kaili, pas qu'à permettre à travers le monde pour la vendre image xénophobie. C'est là que nous avons contre-attaqué sur le plan stratégique. Voilà, sur le plan stratégique, pour m'interpoter un moment de doute et de réflexion en dans l'infrastructure dirigeante dominicaine. Parce que sur le plan strictement légal, Haïti n'est pas attaqué, même si nous connaissons c'est essence haïtienne qui est attaquée, mais si nous avons sur le plan légal, nous ne pouvons même pas brûler son papier. Donc, moi, c'est sous un ça pour nous approcher la question, tant sur le plan de l'action visible que sur le plan de l'action stratégique invisible, mais qui a une capacité pour déstabiliser l'économie dominicaine, qui est élément important pour la République dominicaine aujourd'hui. Et nous connaissons toutes les guerres, à travers le temps, à travers l'histoire, à travers le monde, il y a toujours gagné des mobiles économiques.
Donc, si on attaque la question sous l'angle des droits de l'homme d'une manière générale et sous l'angle infrastructure économique, je pense que nous avons beaucoup plus de succès que un mouvement moyen qu'a fait là. Ok, forcément, Edwin, par exemple, dans la deuxième partie, l'émission a bien une possibilité pour rebondir par rapport à la lecture et Himmler Rebu et sous question, mais très rapidement, nous parlons étant des ambassadeurs, et pas ambassadeurs, ministre Casimir, et justement, qui était by position devant commission et affaires étrangères, chambre députée, et dans ce même rencontre qui était faite avec plusieurs ministres, et ambassadeurs et cinéastes, li telato, en regarder qui genre gouvernement, les mêmes li comprendre question. Voilà, et question à Edwin par exemple, justement par rapport à réaction du gouvernement haïtien, parce que dans le début de semaine, on t'a dit faut que le gouvernement haïtien l'y pote bourré pour contraindre et le gouvernement dominicain vraiment par position pour dire yo même yo pas concerné ou bien qui gens ouais ça. Justement, je crois que la stratégie diplomatique haïtienne doit gagner comme objectif immédiat là, dans le bilatéral. Nous, et action qu'a fait dans le multilatéral sur la scène internationale, mais dans le bilatéral, une relation que nous avons avec la République dominicaine, gagné pendant les dernières années de profondes contradictions. Côté que, à un niveau, au plus haut niveau, au ancien président Leonel Fernandez, qui était toujours un discours d'harmonie, de bon voisinage, de coopération, mais en même temps, et c'est ce qui nous a toujours frappé, et c'est ça que nous-mêmes, au niveau de la Fondation Zilekap, travaillons pour que gagner une gestion transparente et des relations entre nos deux pays. Dans le même temps, tu as gagné des ministres, de hauts fonctionnaires de l'État dominicain qui sont de hauts cadres du Parti de la Libération dominicaine, qui était toujours quimbé un discours de dénigrement d'Haïti, de dénigrement et d'attaque, d'hostilité à la communauté haïtienne et en République dominicaine. Donc, nous en face, il y a une administration qui seulement gagne 1 an depuis le sous-pouvoir. Il s'agit du président Danilo Medina. Nous connaissons dans quel contexte monsieur est arrivé sous pouvoir. Et monsieur était obligé d'accepter l'appui économique de l'équipe du président Fernandez, mais en même temps, monsieur et son monde KPC prend distance de ce qui passe actuellement dans la société dominicaine par rapport à dénonces et actions des groupes de la société civile, eh bien, qui ouais que dans l'administration passée,
des situations extrêmement graves, inacceptables, selon les Dominicains. Façon que les Dominicains ont là et ils ont dénoncé la corruption grave qui était gagnée dans l'administration passée. Danilo Medina a essayé de développer sa propre vision de la chose publique. Monsieur a essayé de promouvoir propre leadership et même essayé d'un meilleur contrôle du pouvoir, non seulement et dans la gestion gouvernementale là, mais au sein même du parti officiel qui est le PLD. Mais Danilo retrouve avec ces mêmes acteurs que M. dit là, hostiles à Haïti, hostiles à la présence haïtienne en République dominicaine, dans des postes clés de l'administration publique qui vient pour avec Haïti. Il est anormal qu'un pays avec lequel, et nous et colonel Rébuté souligne ça déjà, un pays avec lequel il y a un pile intérêt économique, et son pays où tu as doué des relations transparentes et des relations de respect mutuel. Au contraire, son pays, qu'on a doué soigner même dans la gestion qu'on fait dans les relations bilatérales. Cependant, ces figures qui représentent le courant anti-haïtien, son courant idéologique très fort qui te prend naissance autour du massacre de 1937, ils ont retrouvé à diriger, pour nous clair sur ce qu'on a dit, il a dirigé un organe tant que la Direction générale de l'immigration. Tout à l'heure, parce que comme nous devons faire pause là, parce que dans la deuxième partie, nous parlons vraiment qui groupe qui derrière décision ça et comme ce qui poids dans politique, l'économie et en République dominicaine. Mais d'ailleurs, je pose une question juste avant de poser. Est-ce que, ou décision comme ça, on dit la justice et pouvoir judiciaire indépendant et de pouvoir exécutif. Mais est-ce que la justice a pris une décision aussi grave comme ça sans que, c'est-à-dire, il n'y a pas d'accord gouvernement, il n'y a pas accord des gens qui ont placé, même président. Parce que, ouais, je dis là, tout le monde a bataille constitutionnelle. Le bas a commencé à aller sur la scène internationale. C'est la République dominicaine. Il n'y a pas même pour là. C'est le gouvernement. C'est-à-dire, sinon, son bagage qui est fait pour ennuyer le gouvernement. C'est plus on va comprendre. Comme si mon petit Jean a un problème d'analyse qui dit que, bon, c'est des gens au niveau de quoi, juste prendre des décisions par eux. On ne peut pas comprendre que le pouvoir dominicain, le gouvernement, n'est pas là-dedans. Et on dit que, dans le cas de séparation des pouvoirs, il y a un droit, et bon, il n'y a pas qu'à faire un compte dans là rapidement, et il y a des informations que ça t'a venu, parce que tu as fait des efforts, font certains lobbies, et il y a qu'à faire une gestion, une meilleure gestion, et pour le moins démontrer quelle est leur position de façon beaucoup plus claire face à bagaille ça qui se passe là. Moi, j'ai une illustration déjà dans d'autres interventions que je fais et de la gestion faite par Obama du cas de Trayton. Monsieur obligé d'accepter la décision du tribunal là, mais cependant, lui-même il dit publiquement que le mettait dans le Trayton. Et il prend en position que tout le monde, d'ailleurs, il y a même monde qui dit que monsieur est allé trop loin pour ne pas essayer et renforcer la division raciale dans la société américaine. Mais il était clair. Et un deuxième élément que nous sommes capables par rapport aux États-Unis, c'est la gestion d'Obama face à la situation migratoire des Latinos ou bien des Hispanos. Il y a 11 millions d'immigrants sans papier mexicains. Sur les 13 millions, il y a 11 millions de Mexicains. Et où est que le président Obama, même le POCO arrivé, il y a des résultats concrets dans la réforme migratoire que la promouvoir. Cependant, il est clair que monsieur a poussé les réformes, que monsieur APC fait des alliances stratégiques, même avec des républicains qui contre réformes. Et donc, dans le cas de la République dominicaine, c'est là que notre diplomatie doit jouer tout à tout que le gagne pour porter le gouvernement dominicain à être beaucoup plus clair par rapport à ce qui a passé là. Jusqu'à présent, qui ça nous gagne nous? Nous gagnons les déclarations de l'ambassadeur Silier à la chancellerie haïtienne, mais le gouvernement central en République dominicaine, beaucoup prononcé,
Et c'est ça que nous attendons. Publiquement sous question. 3 invités, Edwin Paraison, directeur exécutif Fondation Zile, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, et ambassadeur Yves-Edwidge Lalanne, et puis Imler Rébu, et analyste politique. Donc, pour parler de la décision de la Cour constitutionnelle d'enlever nationalité des Dominicains d'origine haïtienne, nous allons le faire poser tout de suite et nous allons retourner juste après. 7 jours sur 7, 7h PM, Télépluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Sans détour aujourd'hui, qui est consacrée à la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine pour rendre apatrides des Dominicains d'origine haïtienne. 3 invités. Edwin Paraison, directeur exécutif Fondation Zile, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, ambassadeur Yves-Edwidge Lalanne, et puis Imler Rébu, analyste politique. Et m'a ouvert deuxième partie avec Edwin Paraison, comme même des premiers téléspectateurs, que nous prenons et garder là, ça veut dire qui secteur qui est capable derrière une décision comme ça. Mais est-ce que nous sommes capables de dire que avec décision la Cour constitutionnelle dominicaine prend que l'anti-haïtianisme y atteint apogée là dans le pays ça? Bon, on dit comme ça. Et oui, nous avons dit comme ça. Parce que pendant les 2 derniers mois, il y a des signaux qui t'ont privé vers nous-mêmes. Et c'était des signaux extrêmement préoccupants. Et signaux, ça c'est on marche de type xénophobe qui fait à Santiago, la 2e ville de la République dominicaine. Et c'est des Dominicains qui font manifestation publique pour protester contre la présence haïtienne, la présence, bon, il a parlé de présence de monde qui sans papier, mais ça qui préoccupe nous, c'est que marche là, il fait avec l'autorisation des organes compétents. Donc nous-mêmes, dans la Fondation, nous avons la copie de la lettre de demande formelle d'autorisation. Et nous avons dit, bon, c'est une société démocratique, son état de droit, tout le monde doit faire des marches. C'est ça que le directeur immigration vient dire moi-même personnellement. Mais dit, bon, monsieur le directeur, avec tout respect que j'ai pour vous, n'a parlé de promotion de la haine, n'a parlé de promotion de la violence et contre une communauté bien déterminée. Et moi, je crois que Marchland lui-même, il allait à l'encontre et de la Constitution dominicaine, de une série de conventions internationales signées par la République dominicaine. Et d'accord que non plus, les autorités dominicaines n'ont pas besoin de retrouver une situation d'affrontement avec les gens qui prennent l'initiative fait genre de machin, mais il y a pile forme, soit que il y a une négation, il y a désautorisé formellement à que marche a fait parce que l'a créé des troubles dans la société dominicaine, soit que ou utiliser d'autres méthodes pour convaincre les initiateurs à désister de l'idée ça. Donc, cette première marche a eu lieu à Santiago, une deuxième marche qui est faite à Bávaro, Punta Cana, qui sont zones hautement touristiques et de développement touristique extraordinaire, mais que le développement touristique ça, et nous dit déjà là dans le programme, dépend de la main-d'œuvre haïtienne dans l'aspect qui est pour avec la construction de ces facilités hôtelières et logistiques, mais en même temps, une présence haïtienne et dans la gestion même de ces hôtels. Parce que, comme tout le monde connaît, et nous les Haïtiens, nous avons facilité pour apprendre la langue étrangère, que en pile étranger apprécie ça de nous. Nous arrivons côté, et même des fois, même avant que nous
arriver dans un pays qui parle l'autre langue que le français ou bien que le créole, rapidement adapter dans la société et rapidement commencer à monter en série d'échelons et qui fait que dans l'industrie sucrière, dans le monde hôtelier de la République dominicaine, nous retrouvons certains professionnels haïtiens qui ont aidé au développement de ces hôtels et on s'est des nouveaux projets touristiques. Alors, nous-mêmes, nous disons très clairement que si nous sommes venus vers nous et que nous avons alerté les autorités compétentes de la République dominicaine et pour faire ça que nous fait pour assurer, pour préserver la cohabitation, la convivialité entre Haïtiens et Dominicains. Il faut que nous soyons conscients que n'importe quel pays qui commence à recevoir des flux migratoires importants, ça peut donner à des conflits entre les nationaux et ces étrangers. Je crois que le colonel Rébuté font râler déjà sur ça. Et il revient aux autorités établies à assurer, à préserver cette convivialité. Donc, cette décision de la Cour, on y a là, nous arrivons à l'autre niveau. Nous arrivons au niveau légal et juridique, côté que nous avons officialisé ça que nous avons brûlé, une marginalisation totale de la communauté haïtienne et nous avons tombé même dans une situation de génocide civil, d'apatridie. Cependant, pour nos amis téléspectateurs, il faut que nous portions certaines précisions quand même sur ce document juridique. Et en aucun moment, ou bien par aucun côté, que le document ça dit que pour un rapatriement massif vers Haïti. Au contraire, ils ont même dit que ils vont faire une révision de l'état civil dominicain pour déterminer qui était inscrit de façon irrégulière parce que les parents n'étaient pas légaux au moment de leur inscription, de la déclaration de naissance, et que moun sa yo, comme nous reconnaissons que tu es dans un pays depuis longtemps ou bien que vous faites dans un pays, nous cherchons une façon quand même pour nous réinsérer. La fonction de réinsertion. Non, c'est inacceptable. Oui, non, c'est inacceptable. Non. On dit qu'il n'y a pas de carte verte. Oui, mais je vais expliquer simplement qui ça la donne. Alors, Nègre dit que les gens qui viennent dominicains par la naturalisation. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est comme d'abord, ils font une déchure de leur nationalité et puis, ils vont faire une faveur, ils vont la nationalité par la naturalisation. Ce qui, normalement, et pour l'affecter, pour léser leurs droits civils et politiques. Vous voulez retourner sur la question de là. Et décision déjà en application? Décision déjà en application. Parce que, et m'a précisé pour l'ambassadeur Lalanne, l'un dit en application et la Cour instruit l'agent central électoral pour que commence et mener enquête là, reviser l'état civil dominicain pour déterminer et ça que nous dit déjà tout à l'heure là, qui est irrégulièrement inscrit. Donc, son bagage qui peut durer 1 an, ils ont même dit que s'il doit durer 2 ans, pas de problème, il durer 2 ans. Donc, et pourquoi pral gain rapatriement, d'ailleurs, rapatriement pas prévoit, mais pourquoi pral gain des dispositions qui pral automatiquement affecter. Bon, alors, il est automatiquement affecté tout le monde parce que moralement, légalement, bah, ça est inacceptable. Et faut que Haïti, dans trajectoire historique, Haïti, dans toute qualité de contribution que le poté à différentes collectivités humaines, parce que Haïti, c'est depuis avant même notre indépendance, que nous avons contribué à l'émancipation des collectivités humaines, nous contribuons à l'indépendance des États-Unis, nous contribuons à l'indépendance d'une série de pays dans l'Amérique latine à travers de Bolivar, que ni le président Clinton, le président Clinton te reconnaît ça de façon très claire. Et dans la visite historique que M. a fait en 1995, le monsieur a dit que Haïti t'a sauvé la révolution des États-Unis. Je suis allé très loin.
Je dis Haïti sauver la révolution des États-Unis, ou l'indépendance, le mouvement d'indépendance des États-Unis. Et le président Chavez, le visite historique Chavez tout en Haïti en 2007, c'est un bail extraordinaire. Le monsieur est sorti à l'aéroport vers le palais national et le monsieur, dans prise de parole, monsieur a reconnaître la contribution d'Haïti à l'indépendance de différents pays et particulièrement du Venezuela. Et pendant toute la vie politique de Chavez, monsieur a toujours dit que la révolution bolivarienne li une dette vers Haïti. Okay. Mais on connaît son relation spéciale. Haïti, République dominicaine, sont l'autre bagaille, son pays que Haïtien est occupé. Et par impressionnant ça, lui-même, il toujours été dans tête République dominicaine et regarder République dominicaine avancer la fait et par rapport à vous-même, je dis, et que je dis comme par contre sous tout plan, il y a un poids extraordinaire par rapport à Haïti. Peut-être même, il dit qu'il n'y a pas avancé vers là. Mais question me dépose avant, c'est-à-dire, moun yo, je ne sais pas si il me rébu ou bien, c'est-à-dire, qui sont ces promoteurs de l'anti-haïtianisme en République dominicaine? Qui poids yo? Est-ce que même yo contrôler des médias dans la politique là qui vont jouer? Parce qu'on est dans... Bon, écoutez, Marie-Lucie, je vais prendre deux exemples. Je suis un jeune étudiant, après baccalauréat, je suis en Amérique du Sud pour faire une étude. Là, ça, c'était avion Aérocondor qui passait ici, et le Colombien qui a atterri Saint-Domingue, et puis c'est là qu'on prend connexion pour aller en Amérique du Sud, particulièrement en Colombie, Venezuela. Je suis changé pendant moi à l'ambassade de la République dominicaine ici, et puis le consul qui a un visa dit moi ça, ah, haïtien. Je dis, ah, à faire boire, il n'a pas oublié le nom. Et donc, nous connaissons une grande partie en République dominicaine qui montait, il dit au moins un jour d'occupation fait pour Haïti pour 22 ans, il était humilié noir. Attendez bien, il fait baccalauréat. Et là, le sénateur Boulos a organisé un plan sur 25 ans, il a fait en République dominicaine, et que OPL épousait un peu actuellement. Il était invité. Il était invité, il était allé, il fait 2 jours avec eux, de 29, 28 au 30 août. Mon cher, chère madame, pendant, il a clôturé séance là. Et puis on avait invité le député Castillo, qui position d'occuper. Bon, ça c'est un tia haïtien, regardez-nous de fort belle manière. Monsieur Campé, devant nous toutes, monsieur dit que la communauté internationale voulait pour la République dominicaine t'a occupé Haïti. Là, tout est là. Par contre, si nous comprenons là, bueno. La tutelle. La tutelle. Que la République dominicaine, pas ça dans l'agenda. Parce que c'est un pays ami, etc., nous pas ça, etc., ne vous inquiétez pas. Même là, je me donne côté, oh, monsieur comprend, c'est n'importe qui chita dans ça, ou chita en mi-temps des mouns éclairés, et par malheur pour lui, moi je suis un diplomate de formation et de carrière, le fait que évoque le dossier, cela signifie, c'est mettre en condition pour m'accepter tutelle là. Parce qu'on a vu différents historiques. Non, ce n'est pas pareil pour dire Haïtien même à dans la boum avec eux. Maintenant, depuis le ça, m'a suivi l'évolution de la situation. Cela signifie ou changer ambassadeur qui t'a parlé la Isla qui a aussi oublié non qui est en Haïti. On se sert bien. OK, merci. Monsieur toujours parle de ça. Mais au fond, c'est l'unification de l'île avec la République dominicaine qui joue un moyen qui gagne il là sous commande. Bagay la pas qu'à passer n'importe comment. Regardez ça qu'a privé. Et c'est pourquoi moi je suis, avec tout le respect que je vous dois, monsieur, colonel Rébu peut en témoigner, depuis 12 ans, M'chita dit dans le pays d'Haïti, Haïti est une province économique de la République dominicaine. Et la fois dernière, on me dit c'est plus une province, c'est un bourg. Gonne qui dit c'est méchant, dit c'est un village. Parce que Marie-Lucie, regardez ça qui a passé depuis embargo à nos jours.
Toute bagaille nous passe par la République dominicaine et on va regarder depuis le président Préval, ils n'ont pas même essayé de prendre waf de problème sur certains produits entrés ici. Nous toujours fait passer par la République dominicaine. Qui ça? Parce que là, les magouilles, les transactions, les vols, la corruption, beaucoup plus facile pour les dirigeants haïtiens. Maintenant, ça continue jusqu'à présent. La fois dernière, Marie-Lucie, devant Pas, un market... pas forcément pour les dirigeants haïtiens. Non, on va l'entrer au niveau commerçant aussi. Parce que c'est ça, au gros problème qui vient au niveau là, même le haut du commerce haïtien, il y a des investissements en République dominicaine. Ça veut dire gros nom de famille qui a fait commerce depuis près d'un siècle en Haïti. Il y a des investissements en République dominicaine. Cela signifie, sans nous pas rendre compte, comme Christophe Ouani a écrit, Haïti n'existe plus. Qu'est-ce que ça fait un pays exister? C'est la grande institution républicaine qui faut faire payer Haïti. Comment le pouvoir exécutif a marché, comment le Parlement a marché, comment le judiciaire, quels sont les sentiments des nationaux vis-à-vis des investissements qu'a fait dans Haïti, ailleurs, etc. C'est ça qu'on paye. L'âme nationale a disparu. Parce que vous frappez puis au counier. Dans les stratégies qu'on a début que me partager. Supposons nous avons dit, par exemple, on voit dans quelle mesure, malgré que nous connaissons toutes les mesures gouvernementales prend pour Zeyo, pour Salamé, y entrer. Parce que si on ne pas entrer, Dominicain a irrité. Bon. Supposons nous dit qu'on a fait ça de manière plus ou moins musclée parce qu'à fond, ça fond de manger. Mais vous allez retrouver dans votre propre sein des industriels haïtiens qui pourraient comploter contre eux-mêmes haïtiens qui disent ça parce que intérêt menacé. Ou pas joindre des dirigeants, des hommes du pouvoir qui pourraient dire non, ça on peut même vous assassiner parce que vous allez à contre-courant de leurs intérêts. Donc si on prend un dossier au niveau juridique de l'ordre public international qu'on va insister, c'est bien, c'est beau à le dire, mais au niveau de fait, c'est une situation très complexe pour Haïti, pour les ressortissants haïtiens. Parce que nous perdu Haïti vis-à-vis de la République dominicaine. Maintenant, là, on parle de rapatriement, de souveraineté, etc. Mais vrai côté, nous perdons de souveraineté, c'est vis-à-vis de la République dominicaine. Il me l'a rebu. Et qu'on a des Dominicains qui ont de gros intérêts économiques. Ici, nous avons presque tout grand travaux de construction, c'est Dominicain. Qui pratiquement fait tout le bail. On a conduit à ramasser roche là, ouais, c'est Dominicain, oui. Est-ce que eux-mêmes, des gros entrepreneurs, ça y est, yo pas capable de gagner une influence sur les dirigeants dominicains? Nous ne pas dans la réalité, ils ont même senti intéressant. Pour chercher à jouer influence là, il faut gagner une crainte que l'intérêt est menacé. La République dominicaine est dans une situation systématique d'occupation de la République d'Haïti. Et ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une image, c'est une réalité. En Haïti, nous n'avons jamais joué la carte de l'intégration. Nous n'avons pas intégré propre monde dans le pays qui a un cob. Au contraire, nous-mêmes, des fois, avons un discours xénophobe vis-à-vis d'eux. Je me rappelle, un premier ministre qui ont le, en fonction, tu as parlé de gens qui ont un cob en Haïti, il était traité de gens qui ont boîte dans le dos. C'est un message extrêmement grave vis-à-vis de gens qui ont des moyens économiques dans le pays. Côté rappelé le pays ça pas pays par ils sont moun vini. Quel effort sur le plan stratégique a été fait pour l'intégration de cette masse de savoir-faire et de connaissances scientifiques que Haïti gagne à travers le monde pour rapatrier? Qui effort qui fait en dignité haïtienne tout simplement? L'heure saute en République dominicaine, par exemple, il traverse les frontières, rentre dans la Kaili. Donc, Haïti a été délaissé, abandonné par ses dirigeants, parce que assez souvent, nous gagnons ascension à la tête de l'État et dans l'infrastructure étatique de gens non méritants, qui n'ont pas même une vraie conscience de qui ça Haïti a. Moi, plus tendez
des discours positifs au regard de l'histoire dans un pays comme le Venezuela qu'en Haïti lui-même. Au point que un Vénézuélien a plus conscience de qui ça un Haïtien que pour le monde qui a dirigé Haïti. C'est parce que la République dominicaine a une conscience très forte de l'histoire et du jeu des intérêts entre les peuples que le problème ça va poser. Son réaction de défense liée, maladroite, bien sûr, dommageable, bien sûr, et si nous avons un bon stratège, dommageable pour la République dominicaine elle-même, ça gagne là. Mais qui ça nous fait en Haïti? Qui a fait on est qui dans l'hôtellerie en République dominicaine? On est qui dans la construction en République dominicaine? Sent-il qu'il doit prendre valise il rentre en Haïti parce qu'il y a une stratégie qui a mené à la construction, au travail, etc. Nous pas fait ça. Si nous avons des choses nous fait qui permet mouvement contraire à l'intégration, nous avons non seulement la République dominicaine pas arriver à des mesures aussi bêtes que xénophobes, mais même nous avons mobilisé la mer sous frontière pour Haïtiens pas retourner dans le champ agricole. Nous avons acheté un pile produit qui est dans la République dominicaine. Mais dans la réalité, qui est-ce qu'elle a terre qu'elle produit aux Haïtiens? Visiter toute Haïti, tout après toute terre était vide là, d'ailleurs pas même connaître si c'est propriétaire absent, gon pile qui était l'État pas même connaît parce que l'État pas organisé, yo pas mettre terre ça en valeur. Donc sous des mouvements internes qui t'a provoqué un rapatriement ou une intégration de l'haïtien, c'est la République dominicaine qui t'a inquiet. Et aujourd'hui, je comprends la crainte au niveau de la République dominicaine. Je dis, ce n'est pas rentrer nous faire en République dominicaine. Nous pas faire seulement au niveau de la main-d'œuvre. Nous avons percé qu'a fait au niveau de l'intellectualité de la question scientifique en République dominicaine. Et là, on prend sur le plan culturel, connaissance que nous avons de nous, de valeurs nous comme êtres humains, à travers l'histoire d'ailleurs. Qui a fait des bagages extraordinaires, totalement imprévisibles. Pour un Haïtien analphabète de en République dominicaine, il ne peut pas passer 3 mois pour maîtriser la langue. On voit assez souvent, et ministre par exemple Abdil, Haïtien très rapidement, il parle plusieurs langues. Il parle créole, il parle créole qui parle français, il parle espagnol là, et s'il nécessaire, la maîtrise anglais automatiquement. Et reconnaître dans la société dominicaine que vous n'avez pas toute potentialité. Ça, parce que vous avez une langue qui est unifiée. Nous-mêmes, nous avons 2 langues imposées. Nous avons une contrainte historique et culturelle qui fait nous aller vers les langues. Nous parlons créole naturellement. Nous avons tendance à aller vers le français qui ont un héritage historique. Et par rapport à la proximité de nos zones, nous avons très forte tendance à aller vers l'anglais et l'espagnol. Donc ce sont des éléments analysés qui sont assez inquiétants, qui sont capables d'expliquer une forme de crainte, une forme de désarroi. Si vous connaissez des gens, on va humilier. Mais non, justement, qu'est-ce qu'on avait fait au niveau de la colonie? Qu'est-ce qu'on a fait des esclaves? C'est ça même, oui. C'est mener au bord de l'indignité humaine pour qu'elle puisse maîtriser. Parce que le monde qui t'a fait, tu identifié très bien que c'est une force extraordinaire que tu Comme de fait, dans la colonie de Saint-Domingue, la population, le plan démographique pur, il y avait beaucoup plus d'esclaves que de maîtres. Mais c'est justement ce système psychologique esclavage là qui n'a pas jamais fait mon yo été capable soulever contre maître. On a mis 300 ans pour nous défaire de l'esclavage. Donc, les gens qui mettent dans une situation d'esclavage, le premier monde qui peut dans la réalité, c'est lui-même. C'est le peu de conscience qu'on prend de situation qui fait les force. Oui. Moi, ça fait me penser là, on parle de crête dominicaine, je pense à la Rome antique. Parce que Rome a occupé la Grèce et la Grèce a civilisé Rome. Je te laisse parler. Oui. Donc, il y a une situation réelle pour ne pas prendre là de manière superficielle. Il faut aller au niveau de la culture, il faut aller au niveau de l'économie et il faut aller au niveau de la politique. Je discutais avec le ministre par exemple. C'est vrai, leur chiffre du point de vue statistique. Parce que, pas oublier que, là, par exemple, la République dominicaine, où est Peña Gómez, fin président de la Kaili. Et non seulement Peña Gómez reconnaît
souche origine haïtienne, il assume. Mais en notre tête, en pile, mon République dominicaine, c'est une nouvelle forme d'occupation d'Haïti de la République dominicaine. Oui. Donc, on n'est pas capable d'éviter toute cette peur. C'est ça qu'il faut avoir. Attention, on définit le président et Peña Gomes, c'est pas de président. Non, non, nous connaissons justement dans le phénomène politique là, il y a un software et il y a un software. Et assez souvent, c'est software qui détermine. Peña Gomes, c'était président. Il est obligé de faire une conciliabule politique pour Balaguer capable d'assumer l'État, parce qu'il était mené devant Peña Gomes, qui ça a représenté comme choc social et politique pour la République dominicaine. C'est la face cachée de l'affaire. Dominicain, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Donc, même si, suivant, ça me discutait avec l'ambassadeur et ministre Parison, la population haïtienne en République dominicaine n'a pas un poids politique dans faire un monde arrivé président, dans faire un monde arrivé sénateur, etc. suffisant, là, on prend chiffre. Mais on ne peut pas retirer peur là dans la tête de monde qui fait politique et qui a intérêt économique. On regarde les Haïtiens, plus de 200 000 Dominico-Haïtiens. Ok, Dominico-Haïtiens, mais Dominicano-Haïtiens. Dominicano-Haïtiens. Et je dis là, c'est des gens qui bien intégrés, bien intégrés dans la société, ils occupent des postes importants. Qui vont nous joindre? Il faut que tu aies une étude qui mette nos pics sur ça. Alors, ça qui passe avec les familles dominicano-haïtiennes ou dominico-haïtiennes, c'est que ils sont obligés, et c'est là peut-être une petite différence dans l'approche colonel Rébuan, parce que Peña, lorsque M. vient émerger avec potentialité pour arriver président de la République, l'arme la plus forte qui a été utilisée contre lui, c'était justement son origine haïtienne. Donc, à la différence de une série de leaders politiques, particulièrement aux États-Unis, les États-Unis sont en référence sur le plan migratoire pour tous les deux pays, ni pour Haïti ni pour la République dominicaine. Et nous, ça qui passe dans la dernière élection entre Obama et McCain, côté que ces deux candidats, ils ont une compétition pour voir qui est-ce qui parle le plus bien. Et dans certains meetings, ils ont invité des artistes de renom du monde hispano, du monde latino, pour essayer et joindre les votes des hispanos, les votes des latinos. Et toutes les projections baillent que pour les prochaines élections aux États-Unis, les hispanos ont un bon pourcentage et plus haut que les Afro-Américains. Donc ça a commencé à créer certaines inquiétudes, même au niveau de la population afro-américaine. Mais dans le cas qui concerne nous, les Dominico-Haïtiens en République dominicaine, ils ont toujours une sorte de pression politique et sociale sur eux pour ne pas assumer, pour ne pas même gagner une visibilité réelle dans la société dominicaine. Ils n'ont pas sorti tête. Pour ne pas sortir tête. Donc, depuis l'occupation ou bien la présence, il faut que nous mettions d'accord sur qui s'altère, si son occupation, si son présence politico-militaire américaine, parce que haïtienne, et de 1822 à 1844, parce que je ne connais déjà, et Nunez Caceres était boyé à son entrée les clés de la ville, donc, les pas à imposer, au contraire, c'est les gens qui ont cherché une sorte de protection à partir des dirigeants haïtiens. Mais depuis lors et après l'indépendance de la République dominicaine en 1844, un pile haïtien qui t'a installé en territoire dominicain sous la couverture de cette présence militaire et politique haïtienne, ils ont changé, ils viennent hispaniser non. Ils viennent hispaniser non. Donc, et après décision judiciaire et cour constitutionnelle de la République dominicaine, il y a un journaliste qui est Margarita Cordero qui sortit un document d'un historien très connu et respecté dans la société dominicaine, Frank Moya Pons. Il a fait une étude sur famille. Ces familles
haïtienne et qui viennent obliger hispaniser et non pour être capable et pas de trop de problèmes après l'indépendance et dominicaine. Donc, dans la journée aujourd'hui, nous retrouvons avec une communauté dominico-haïtienne de près de 210 000 personnes, côté que nous avons pile professionnels et dominico-haïtiens qui sont des avocats, qui sont des médecins, mais qui dans l'armée tout. Qui dans l'armée tout. Non, l'armée même c'est pire. L'armée c'est pire, ambassadeur Lalane. Parce que l'armée, moi-même, on l'a dans le cadre de travail de représentation diplomatique que je fais en République dominicaine pendant certains temps, on l'a chita dans la base militaire de San Isidoro, que peut-être vous connaissez, et colonel Rébu, et non événement officiel, donc on chita dans la tribune officielle là, et puis l'armée dominicaine a passé devant. Mais l'armée, c'est plus de 80% de noirs. Oui, moi ça se souvient 27 février, oui. le 28 février. Et ces noirs, qui côté sorti? Ils sont sortis dans les batailles, ils sont sortis dans la zone frontalière et entre les deux pays. Donc, et nous sommes là, mais il a fait tout effort pour que nous pas ayons visibilité, nous pas ayons incidence sociale et politique. Alors, c'est pour ça que la Fondation Zilé, depuis 2005, et même là, nous accompagner les groupes de droits humains et qui ont un travail important à faire, parce qu'il y a effectivement des violations de droits humains qui doivent être dénoncées et sur lesquelles nous devons attirer l'attention des autorités dominicaines. Mais nous croyons nous-mêmes, au niveau de la Fondation, que nous sommes tellement mis en phase sur ces violations de droits humains que nous venons victimiser notre propre communauté. Et nous venons faire que ça que ouais de nous, façon que nous concevons nous dans la société dominicaine, donc son communauté qui toujours souffre, son communauté qui toujours un problème, qui ne peut pas porter rien. Donc nous changeons un petit peu de stratégie et nous commençons à visibiliser nos contributions à ce pays frère, nos contributions à cette société et à la société dominicaine et dans différents niveaux. Donc, et nous commençons à des prix, nous avons des prix diaspora, côté que chaque année, et nous prenons des figures notoires de notre communauté pour nous faire société à connaître que les gens, c'est des Dominico-Haïtiens, c'est des Haïtiens, et dans différents domaines de la vie sociale dominicaine, il y a des apports que vous faites. En parlant de figures notoires, on nous dit, mais c'est malheureux que Sonia Pierre par là, parce que l'organisation n'a pas attendu, mais on a l'impression de pas attendre l'organisation et tout, parce que c'est son voix qui était capable de porter question ça et sur le plan international. La presse dominicaine, qui j'en réagit? La presse dominicaine, si nous suivons particulièrement éditorial certains médias, et la presse dominicaine divisée, et ou bien un journal tant que OI qui fait 3 éditoriales déjà sous thème là, et heureusement pour nous OI Kembe est en position très objective et condamné bagaille ça. Mais sous un journal comme El National, ligne éditoriale El National extrêmement négative pour nous et c'est d'appui total à cours constitutionnel là. Mais on va regarder d'autres figures influentes et des médias dominicains, des gens comme Juan Bolivar Diaz, Margarita Cordero, Ramon Colombo, et des gens comme Fausto Rosario, et donc tout le monde prend position pour dénoncer cette décision judiciaire et expliquer justement toute qualité répercussions négatives que la gagne ni au niveau interne et ni sur le plan international et bien sûr dans la relation bilatérale entre deux pays. Cependant, les groupes nationalistes anti-haïtiens de la République dominicaine, ils ont quand même gagné une présence permanente dans les médias. Et ils ont même une cause à promouvoir. Donc, il y a des programmes de radio, il y a des programmes de télévision, il y a des gens qui ont écrit pour eux dans le journal, et j'en ai dit déjà, il y a des acteurs politiques, et il y a un parti politique, la Force nationale progressiste, son parti, son petit parti tous 8, mais cependant, et qui gagnent une incidence sociale et politique, parce que, à partir de l'alliance électorale politique qui fait avec le PLD depuis 1996, donc, parti ça a toujours retrouvé le pouvoir.
Et c'est là qu'à un certain moment du programme, nous avons parlé des grandes contradictions de la politique dominicaine face à Haïti, lorsque vous gagnez en même temps un discours d'harmonie et de paix et de coopération, et d'autres voix qui, au sein même du gouvernement, a dénigré et puis un discours d'hostilité vers Haïti. Tout à l'heure, les Dominicains en général. Les Dominicains en général, il faut dire, et merci d'avoir posé la question, Marie-Lucie, et de façon générale, ils ont rejeté cette décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine, de façon générale. Et toutes des sondages qui sont faits sur certains programmes de radio. Bon, c'est des programmes de radio qui sont des fois favorables à la cause haïtienne. Mais Raciste Chogan, on peut le programme de façon quotidienne, dans la radio, dans le journal. Oui, oui, effectivement. Mais on dit que la société civile organisée, on apprend des groupes influents comme Participation citoyenne ou Participation Ciudadana, ils prononcent très clairement. Et donc, nous gagnons certains, nous avons appui de la majorité du peuple dominicain. Et c'est là que nous devons renforcer même nos rapports, nous devons chercher à rallier d'autres acteurs. Nous avons parlé d'acteurs économiques. C'est important pour que nous ayons senti que l'intérêt est capable de léser si bagaille ça arrive à passer. Mais nous faut que nous travaillions rapidement, mais nous avons jusqu'à 1 an pour que nous développions toute une stratégie pour éviter que là arrive à concrétiser. Ok, mais nous connaissons le poids de l'Église catholique en République dominicaine, mais il y a des figures importantes tout qui appuient ces mesures-là. Oui, c'est malheureux de le voir qu'au niveau de l'Église catholique et surtout dans le cas du recteur de l'université Pucamaima, qui c'est Monseigneur Agrippino Nunez. Pour le cardinal, nous avons dit que c'est normal, M. a toujours gagné une position de type nationaliste et le l'a traité la question haïtienne en République dominicaine. Ça n'a pas trop surprenant pour le monde, mais le nous, on monde tant que Monseigneur Agrippino Nunez, qui dans l'université, M. gagné c'est des milliers d'étudiants haïtiens qui passent dans l'université. Et ça représente pour lui, et ça représente pour la République dominicaine, des revenus de plus de 120 millions de dollars là. Donc, l'université, pour chaque étudiant à recevoir, selon des chiffres de la Banque centrale, et en termes de transfert, soit d'Haïti, ou bien soit d'autres pays de la diaspora, et pour aider les étudiants, c'est plus de 120 millions de dollars là qu'il y a pour recevoir et dans le domaine ça. Donc, c'est malheureux. Mais il y a quand même la forte déclaration de Monseigneur Telesfo Isaac, c'est les mêmes leçons évêques retraités et de l'Église anglicane, mais il reste une figure influente de la société dominicaine. Parce que monsieur quand même continué à écrire des articles, monsieur continué à participer dans le débat public sur différents sujets de la vie nationale dominicaine. Donc, l'homme se prononçait, il a été l'une des premières personnalités à condamner fortement les décisions ça. Et ça, quand même, voyons signal vers le reste de la population dominicaine que ça, nous ne pouvons pas quitter le passé. Est-ce qu'il y a des grandes familles dominicaines d'origine haïtienne actuellement qui, eux-mêmes, ont mis poids dans la balance pour que ça ne pas passer? Bon, de grandes familles dominico-haïtiennes, pas vraiment gagné, mais il faut que nous disions que certaines familles de grands groupes économiques d'Haïti qui établissent actuellement en République dominicaine, et je crois que nous avons cité le groupe Bidjo. Le groupe Bidjo, c'est le dernier gros groupe économique qui font opération financière de haute importance. D'ailleurs, l'opération, ça ne va pas jamais réellement dit qui monte en nid, mais tout le monde connaît, on a parlé là de gros cob, et côté que le groupe Bidjo, à travers de Chevron International, ils ont gagné un contrôle sur toutes les stations de gasoline Texaco en République dominicaine et dans d'autres pays de la zone des Caraïbes. Et donc, les Bidjo ont été reçus il y a quelques mois par le président Danilo,
Danilo Medina, c'est en février, plus ou moins. Mais je suppose que tu as parlé de business, tu as parlé de questions économiques, et même quoi que acteurs économiques, haïtiens et dominicains, il faut qu'ils impliquent, pour qu'on arrive à une certaine stabilité en termes de convivialité entre haïtiens et dominicains, et particulièrement pour affronter de façon énergique ce courant anti-haïtien qui est la principale barrière pour des relations normales entre Haïti et la République dominicaine. Ok, moi c'est mot de la fin d'une par raison ça, on a juste fait tour là et pour nous capables de fermer les rébus. Bon, moi sur le plan historique, culturel et stratégique, il y a une faiblesse dans nous aborder la question. Nonobstant, et un gouvernement au pays face à une situation comme ça, fait pour recevoir un support massif de la population. Car le gouvernement qui est apparemment isolé de population, il a moins de capacité pour aborder une question aussi sensible et aussi importante. C'est pourquoi tout mouvement qu'a fait au niveau de la citoyenneté haïtienne, contre ça, non contre une affaire de République dominicaine en tant que telle, mais quand on attaque à l'intégrité humaine tout court, c'est un très bon bagaille. Et moi, pas penser l'État pour un bon bagaille pour nous rentrer dans le même ostracisme que nous avons dénoncé. Pour nous mener bagaille dans un plan de anti-dominicanité. Et moi, quoi, il faut entrer dans une stratégie qui élève le débat au niveau de l'humanité, tout court, au niveau des droits de l'homme d'une manière générale en tant que principe, en poussant le gouvernement à être un acteur d'intervention au nom de ses principes fondamentaux auprès des instances de l'OEA, de l'ONU et des instances européennes et des droits de l'homme aussi, parce que quand il y a un bagage qui passe en Europe par rapport au problème migratoire qui est extrêmement important, qui nous cap appuyer sur lui stratégiquement pour un petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier que il y a une très forte concentration de tourisme qui a fréquenté la République dominicaine qui sortit en Europe. Il y a une émotion actuellement en Europe sous accident qui a privé exactement en Italie. Et moi, je crois que nous sommes capables stratégiquement surfer sur donner ça en pile pour porter un élément, un facteur de déstabilisation en dedans, approche convaincue que l'ultranationalisme dominicain ça a gagné et porter un appui tout by population république dominicaine qui gagne une attitude contraire à ça de monde qui a intérêt stratégique économique à défendre avec mesure ça. Ambassadeur Yves Djalan. Oui. Je pense effectivement il faut que le gouvernement haïtien, parce que nous avons un appui au niveau de nos ressortissants, qui a fait sit-in, qui a fait le réveil. Du côté de la République dominicaine, le ministre par raison vient de nous dire que nous avons un certain support. Mais si toutefois le gouvernement haïtien, pas à l'avant-garde de ce qu'a fait, même les gens qui veulent bon appui, il a découragé et puis il pas intéressé. Parce que son question, et comme le colonel l'a dit, je l'avais dit également, si on a la question de Dominicains pas de droit au niveau de la Cour constitutionnelle, prend mesure ça, c'est jour à jour, à payer. Il faut attaquer la République dominicaine au niveau de l'ordre juridique international, de l'ordre public international, en vous adressant à l'OEA, à l'Organisation des Nations Unies et comme internationale, même à la Cour européenne de justice. Ça veut dire que, au Baïbaral en dimension, pas oublier, il y a un avion Air France chaque jour en République dominicaine, Iberia en République dominicaine, Lufthansa en République dominicaine. C'est l'Europe qui a débarqué pour les touristes. Donc cela signifie, ou même moyen de pression pour faire les plus ou moins promènes, c'est attaquer, parce qu'on paye qu'à recevoir n'importe 3-4 millions de touristes, l'économie reposée au moins, je ne sais pas, c'est à 20% sur l'affaire de touristes. Donc c'est là qu'on a joué, parce qu'on sont État en voie de disparition.
Donc, le peu qui nous reste, moi, je pense qu'il faut que nous agissions, c'est seul moyen nous avons, parce que c'est le droit international des droits de l'homme qui permet de nous survivre. Il faut que nous agissions sur moyen ça. Et puis, nos ressortissants, par exemple, qui disent qu'ils font sit-in devant l'ambassade de la République dominicaine, même penser, ou pas même temps des gouvernements, ou pas tant des personnes encore. C'est comme si on a l'impression que c'est le monde fouillé, c'est le monde qui n'a pas rien pour faire. très fou. Bon, Il n'y a rien pour faire. Il n'y a pas rien pour faire, etc. Oui, parce que si on fouille, il y a wash et nous pas besoin de ça. Donc, je pense, Marie-Lucie, sincèrement. Mais bon, on ne va pas le faire, mais bon, nous, en face de monde qui, sous pouvoir aujourd'hui, là, qui, bon, c'est des gens qui sont dans l'autre secteur, qui viennent, mais soit j'ai même le tremblement de terre. Comme vous n'êtes pas habitué à gérer les questions ça, le président Préval, dans un certain. Il prend temps avant pour comprendre ça qui arrive. Mais pourquoi? Monsieur Dame Sayo, qui sous pouvoir là, très jeune tout, son bail qui tombe sous tête surtout. Ouais, ils font semaine, ils ont patiné, ils ont cherché, pour connaître ça fait. D'ailleurs, ouais, bon, regardez ça qui est arrivé, les journalistes ne peuvent pas parler ça. Laurent Lamotte, Premier ministre, il est devant la presse. Tu as posé une question, il ne pas répondre. D'ailleurs, tu as une stratégie tout pour les journalistes, pour question pas de passer tout. Président, ouais, incident privé, s'il te répond, il n'est pas privé. Journaliste a que frappé. Et puis, ouais, dans un premier temps, réaction était beaucoup plus timide. Donc, il a cherché. On est ça pour faire. Il fait. Leur rappelé un ambassadeur cinéaste qui a un peu d'expérience. Pour prendre, c'est pour dire même que monsieur qui j'ai pour aborder la question tout. Bien ça, oui. Oui, mais le problème arrivé, Marie-Lucie. Ou pas prendre job. Question expérience. Oui, mais le problème que vous avez, premièrement, ou pas prendre job qu'on pas qu'à gérer. Première question. Deuxièmement, supposé par ironie de l'histoire, il est tombé dans la main. Mais chercher des gens qui comptent domaine là pour aider. Parce que nous sommes tous haïtiens. Bon, maintenant, parler de ça là, c'est que nous concernons. Mais on a parlé de questions de l'ordre public international. Mais la majorité des gens qui sont là, par contre, ça m'a dit. Mais il faut accepter, par contre, ça m'a dit. Oui, avec plaisir, colonel. Et là, on pose un problème extrêmement sérieux et qui réside au niveau de la conscience humaine, car le premier savoir d'un être humain, c'est de savoir que vous ne savez pas beaucoup de choses. Donc, c'est pour gagner ça, pour connaître qu'il faut chercher. Il faut commencer par admettre que son devoir pour chercher qu'on est, parce qu'on n'a pas qu'à prendre tout le bagage. C'est assez difficile. Parce que... Oui. Donc, cela signifie, moi, penser, gouvernement, il y a carence, donc aujourd'hui, nous n'avons pas de problème pour nous, pas de contribution, non, pas pour dire que nous le gouvernement, pour nous n'avons besoin de rien comme job, quoi que ce soit. Mais au niveau de l'opinion, dis-nous une opinion, dis-nous aider pour nous essayer de résoudre le problème là, parce que les instances internationales, c'est seul recours à Marie-Lucie, parce qu'il est de la compétence exclusive du gouvernement dominicain de déterminer qui est son national. Mais cependant, puisque il y a une violation flagrante des droits de l'homme, la patrie est condamnée par les conventions onusiennes, donc c'est seul côté pour sortir avec le peu de dignité qui nous reste, c'est qu'on s'en pense. Parce que, ouais, malheureusement, c'est vraiment malheureusement, ça arrive dans un pays en crise. Parce que la pape doit acheter sous gouvernement, c'est l'unité nationale. Je veux dire, tout le monde parle d'une seule voix. Bon, par exemple, si ça a fait devant l'ambassade là, bon, par contre, c'est toute population nette qui t'a débarqué, oui. C'est tout le monde qui t'a débarqué pour dire les Haïtiens ne sont pas d'accord à ça. Oui, nous pas sonner là, mais nous pas ouais que les Dominicains c'est pendant la période qui rappelle le massacre des Haïtiens de 1937, 3 octobre. Ils n'ont pas ouais tout. Ça peut être une réplique, une réponse diplomatique. Le président Martelly était à Rwanda, je crois, avec le président dominicain. Et puis, moins de 48 heures, et pour prendre des mesures au Cap Nuni. Mais cela signifie, c'est qu'à bon réplique liée. Toujours, nous pourquoi étudier les questions ça. Donc, c'est un dossier très complexe, puisque le ministre, par exemple, veut pas son mot, je te laisse le seul de le faire. Non, c'est à propos de Sitine, simplement, et je crois que le programme a passé avant Sitine, et justement, nous avons fait appel pour que, il fait dans l'ordre, il fait, et dans l'esprit de renforcement de nos liens avec le peuple dominicain. Donc, nous avons souhaité... C'est son bagage pacifique. Mais oui, c'est son bagage pacifique. Nous avons même souhaité, envoyer un message publiquement là dans le programme, que tu as un drapeau dominicain, un drapeau haïtien, de façon pour nous avoir un message très clair.
que les peuples haïtiens et dominicains, ils ont toute la bonne disposition de vivre en paix. Cependant, il y a un courant nationaliste anti-haïtien en République dominicaine qui occupe une série de postes clés dans la fonction publique et dans une série de postes de direction de l'État. Et c'est Mounsayo que nous identifions très clairement qui a créé cette situation même dangereuse même pour la paix entre les deux pays. Mais la femme fait là avec beaucoup de subtilité, ministre. On dit ça parce que Ford n'est pas un comportement trop flatteur aussi vis-à-vis de la République dominicaine. Parce que nous déjà en position de faiblesse, il faut nous garder drapeau là maintenant, mais il faut que des leaders haïtiens se prononcent clairement pour dire nous condamnons. Ah non, définitivement. Parce que, par contre, sur les deux aspects, non, je suis pour, je suis mais il faut condamner fermement. Mon cher, moi, j'ai l'impression que le ministre, pas ministre seulement, mais disons une stratège. Oui. On ne peut pas imaginer quel impact ça a fait sur les communautés, sur la communauté dominicaine, que nous avons fait manifestation, pour protester contre ça, avec un pile drapeau dominicain en temps manifestation. Et malgré nous, chercher des Dominicains qui vivent en Haïti, c'est encourageant. Voilà. Et son bagage sur le plan stratégique qui tape d'une importance névralgique, doit approcher question sur son angle purement stratégique. Voilà. C'est un commentaire pour accueillir. Oui, parce qu'il a montré l'humain, c'est nous. Les barbares, ce sont eux, comme l'avait dit l'autre. Son bagage qui tape destructeur sur le plan image. Mais c'est le mot de la fin là. Edwin Paraison, directeur exécutif Fondation ZIL, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Yves Edwidge Lalanne, ambassadeur Lalanne, Imler Rébu, analyste politique, leader politique, pour une émission, mais vraiment dépassée. Nous aborder un pile questions dans ça, décision Cour constitutionnelle dominicaine pour retirer nationalité dominicaine, de nationalité de dominicain, parce que tout simplement, ils ont gagné d'ascendance, ils ont gagné d'origine haïtienne. Merci beaucoup, mais vraiment, du fait que nous sommes passés par Télépluriel. Nous vous disons à bientôt. Merci. Et nous attendons d'autres invitations. Ah, bien sûr. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine, si tout va bien.